Allez, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une ce soir. L'Algérie, autant que membre arabe du Conseil de sécurité, n'a cessé de déployer tous ses efforts pour faire entendre haut et fort la voix arabe au Conseil et a réitéré sa disposition à contribuer à l'examen de la prochaine architecture de la consolidation de la paix afin de la renforcer. À l'étranger, le Maroc fait face à ces différents malaises socio-économiques traduits par des manifestations accentuant la tension sociale incessante, alors que le Maroc s'efforce de protéger et de projeter une image positive de sa réalité à l'international. Des médias et les rapports des organisations de droits de l'homme révèlent toute autre vérité, notamment sur l'exportation de drogue et le trafic d'êtres humains. En pleine mutation, l'Algérie met en place une infrastructure d'investissement robuste, se traduisant par une meilleure connectivité, constituant un tournant stratégique qui vient créer un environnement propice à l'investissement. Un exemple d'investissement réussi dans ce 19h, le groupe JICA, fort de ses 13 filiales, qui a réussi à conquérir les marchés internationaux. Et devenir guide professionnel et mettre en avant les atouts de leur région est l'objectif principal d'une centaine de participants à une session de formation de guide en zone montagneuse qui a débuté aujourd'hui à Bural et organisée à l'initiative de la direction du tourisme et de l'artisanat. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre attention. Tout d'abord, à la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité tiendra à partir de 20h heure algérienne une réunion de haut niveau autour de la cause palestinienne. Et c'est en marge du débat général de haut niveau de la 79e session générale des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies devra apporter un rapport global sur le développement de la situation dans les territoires occupés palestiniens et le Moyen-Orient, notamment avec l'escalade de l'occupation sioniste. La réunion qui connaît la participation des membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité avec des délégations de haut niveau et une réunion à laquelle prendra part le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, qui devra prononcer un discours important. Fidèle à ses principes et à ses positions immuables, l'Algérie, autant que pays arabe, membre du Conseil de sécurité, a confirmé ses engagements en faveur des causes justes en plaidant et réaffirmé la disposition de l'Algérie à contribuer à l'examen de la prochaine architecture de consolidation de la paix afin de la renforcer, de l'expliquer et d'en examiner les lacunes et les traités, nous dit Adel Bouhames. En tant que membre arabe du Conseil de sécurité, l'Algérie n'a cessé de déployer tous ses efforts pour faire entendre haut et fort la voix arabe au sein du Conseil et a réitéré sa disposition à contribuer à l'examen de la prochaine architecture de consolidation de la paix afin de renforcer, de l'expliquer, d'en examiner les lacunes et les traités pour que la Commission puisse répondre aux aspirations de tous, notamment les pays en proie au conflit, annonçant l'octroi d'une aide de $100 000 pour la création du Fonds pour la paix au Soudan du Sud. Nous avons besoin de plus de communication entre cette commission et ses deux principales instances à l'ONU. Cela doit se concentrer sur des stratégies à long terme au lieu de gérer des crises à court terme. Je tiens à mettre l'accent sur l'importance de consolider le partenariat entre la Commission pour la paix et le Conseil pour la paix de l'Union africaine. Des partenariats vitaux sont indispensables pour la réussite de nos efforts en matière de la sécurité et de la paix, conformément au 8e chapitre de la Charte de l'ONU. Je tiens à vous annoncer la contribution de l'Algérie avec $100 000 au profit du Fonds pour la paix au Soudan du Sud. Fidèle à ses principes, l'Algérie a rappelé la centralité de la cause palestinienne et la nécessité de la placer au cœur du partenariat entre la Ligue arabe et le Conseil de sécurité. Elle a également dénoncé l'escalade sioniste dans la région qui vise à détourner l'attention de la communauté internationale de la guerre génocidaire qui fait rage à Gaza. L'Algérie a affirmé également son engagement fort et sincère à poursuivre son soutien à l'UNRWA qui doit continuer à exister tant qu'il y a des réfugiés palestiniens privés de leurs droits inaliénables au retour à leur pays. En marge de ces réunions, Ahmed Attaf s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la République arabe syrienne, Bassam Sabbar, le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Sidati,
Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Ouganda, Jeje Odongo, la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères de la République du Sénégal, Yassine Fall, et le ministre des Affaires étrangères de la République du Togo, Robert Dussey. Des rencontres qui ont permis à Attaf de débattre avec ses homologues de plusieurs questions d'intérêt commun. Et dans le développement de la situation en Palestine occupée, un Palestinien est tombé en martyr et d'autres ont été blessés tôt aujourd'hui dans un bombardement des forces d'occupation sionistes visant des personnes déplacées à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, selon l'agence palestinienne Wafa. Des sources locales ont été, ou plutôt ont confirmé que les forces d'occupation sionistes ont bombardé les tentes des personnes déplacées à l'intérieur de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah, faisant un martyr et plusieurs autres blessés. Les forces d'occupation poursuivent leur agression contre la bande de Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne depuis le 7 octobre 2023, faisant 41 534 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 96 092 blessés. Alors que des milliers de victimes se trouvent sous les décombres et les ambulances et les secours n'ont pas pu les atteindre. Les forces d'occupation sionistes ont attaqué la ville de Al-Ghilia, dans le nord de la Cisjordanie, occupée, détruisant un entrepôt de stockage de nourriture. Et selon toujours les mêmes sources citées par l'agence de presse palestinienne Wafa, des véhicules militaires sionistes ont fait éruption dans la ville aujourd'hui, dans la matinée, prenant d'assaut plusieurs rues et zones, notamment le quartier de Kfar Saba, où ils ont démoli un grand entrepôt de nourriture. Et au Liban, les forces d'occupation sionistes ont mené aujourd'hui des dizaines de frappes aériennes dans le pays contre Hezbollah, qui a tiré des roquettes vers le territoire israélien après l'échec d'un appel international au cessez-le-feu. Depuis lundi, les bombardements massifs menés par l'entité sioniste contre le Liban ont fait plus de 700 morts selon les autorités et de nombreux civils. Et l'Algérie est en pleine mutation, mettant en place une infrastructure d'investissement robuste, se traduisant par une meilleure connectivité et un approvisionnement énergétique fiable. Un tournant stratégique qui vise à créer un environnement propice à l'investissement et un climat d'affaires attirant des opérateurs économiques nationaux et étrangers, nous dit Ayed Haou dans ce reportage, signé Rina Louari. L'Algérie avance résolument sur la voie du développement en posant des bases d'investissement solides, conformément à une stratégie réfléchie et un environnement propice. Réseau routier, infrastructures de transport et accès facilité aux zones industrielles, ainsi qu'un approvisionnement énergétique stable, sont autant d'atouts favorisant une production industrielle continue, tout en améliorant le climat des affaires et en attirant de plus en plus d'investisseurs. Le nombre d'employés de cette entreprise est passé de 100 à 250 grâce au climat des affaires favorable et à la levée des obstacles. Les investisseurs préfèrent désormais investir en Algérie et bénéficier des conditions optimales qui leur sont offertes. L'entreprise El Sawadi Electric considère le marché algérien comme une excellente opportunité pour l'investissement étranger en raison des nombreuses facilitations qui y sont accordées. Depuis sa création, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement a enregistré un total de 9 432 projets d'investissement, dont 62 projets étrangers directs et 110 projets en partenariat avec des opérateurs nationaux et étrangers. Des réalisations qui devraient créer plus de 233 000 postes d'emploi directs, renforçant le marché du travail local. L'objectif évoqué par le président de la République concerne 20 000 projets d'investissement au niveau de l'agence, sans compter ceux réalisés en dehors de ce cadre. On peut affirmer que cet objectif est fondé sur des bases réelles et que nous parviendrons sans difficulté à atteindre ce nombre. De plus, le nombre d'emplois générés dépassera largement les 450 000 postes. Par ailleurs, nous avons attribué plus de 668 assiettes foncières et accordé plus de 400 décisions d'attribution de foncier à usage économique dans plus de 43 wilayas. Il est à noter que nous n'avons pas observé d'importants investissements dans le domaine du tourisme depuis un certain temps. C'est pourquoi nous allons mettre en place de nombreux terrains fonciers.
Des réformes profondes, soutenues par des décisions concrètes qui ont permis d'établir un cadre propice aux investissements fondés sur la transparence, contribuant à consolider la puissance économique de l'Algérie à long terme. Et dans ce 19h, nous vous proposons un exemple d'investissement national réussi. Il s'agit là du groupe JICA, fort de ses 13 filiales, qui a réussi à conquérir les marchés internationaux avec la production de son unité de Ain Touta à Batna, un produit qui produit du ciment de qualité et qui a réussi à exporter plus de 260 000 tonnes de clinker en 2023. Regardez ce reportage de l'Ekhal Younes Dib, récit Bada Amarni. Cela fait 38 ans que les machines de la cimenterie de Ain Touta à Batna sont fonctionnelles. Cette unité produit un ciment de qualité et enregistre de bons résultats. La cimenterie de Ain Touta est pionnière dans la production de ciment toutes qualités confondues en se reposant sur des normes algériennes. La norme NA 442 2013 معايير جزائرية. La qualité du produit a permis à cette usine d'aller à la conquête des marchés étrangers. De nombreuses opérations d'exportation vers l'Afrique, l'Europe et même les États-Unis ont été menées avec succès pour un volume de 24 milliards de dinars en 2023. في سنة 2023 صدرنا ما يقارب 260 ألف طن تاع الكلنكر ويعاد. En 2023, nous avons exporté un volume de 260 000 tonnes de clinker pour 12 millions de dollars. L'opération se poursuit cette année. Nous avons exporté 60 000 tonnes vers la Tunisie, pays frère. المجمع الذي يضم 13 مصنع الإسمنت عبر التراب الوطني. Le groupe JICA, qui est composé de 13 usines de ciment réparties à travers le pays, a exporté pour un volume de 6 millions de tonnes à raison de 24 milliards de dollars pour l'exercice 2023. L'usine de ciment de Ain Touta participe à de nombreuses opérations d'exportation. Le groupe et ses filiales participent au développement de l'économie nationale. Il a réussi à atteindre l'autosuffisance et à exporter l'excédent de sa production vers les pays étrangers. Et dans le reste de l'actualité, pour parer à la situation sanitaire que connaît le sud du pays, notamment l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme provenant de pays limitrophes, le ministère de la Santé tient à rassurer la population que tous les cas sont pris en charge selon les protocoles en vigueur. À cet effet et en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, une délégation médicale qualifiée sera dépêchée à Tamanrasset, Bourjibaji Mokhtar et Ngizem. Et nous avons en direct justement à ce propos. Alors, en attendant, nous allons passer à l'actualité donc internationale. L'actualité internationale est marquée donc par la situation au Maroc, qui est marquée par l'ensemble de manifestations traduisant le malaise socio-économique que connaît le pays. Plus de précision et notamment un exemple de manifestants de l'ensemble d'étudiants en médecine qui expriment leur ras-le-bol s'agissant de la politique sournoise de recrutement. Walid Osfi. La grogne sociale au Maroc prend de nouvelles dimensions. Après les franges les plus vulnérables de la société, cette fois-ci, c'est au tour de ces étudiants d'exprimer leur désarroi devant la mauvaise gestion qui gangrène le Marzen. Ce mercredi, ils étaient plusieurs centaines d'étudiants marocains à battre le pavé dans les rues de Rabat pour manifester leur colère contre le Marzen. Une énième manifestation qui intervient dans le cadre d'un large mouvement de protestation contre ce régime et exprimer leur indignation de voir leur doléance rester lettre morte. الرأي ديالي في هاد الوليدات ديالنا انهم مظلومين 1000%. راه عيب وعار. انا بالنسبه لي راه عقوبه هذه. علاش هذا الاقصاء؟ علاش؟ اللهم ان هذا منكر. Face aux cris de détresse de la rue, les forces du Marzen ont recouru comme de coutume à la force pour disperser les manifestants. 15 étudiants ont même été arrêtés. ان السلطات منعت اطباء الغد ومنعتنا احنا من حضور الاعتصام اللي هو تيجي احتجاج على تماطل الوزاره. طلبه حطوا
اشعار يعني ان وليداتنا ما كيديروا حتى شي حاجه ضد القانون. اذا بالطلبه كيتفاجئوا بواحد التطويق امني لا نظير له، بحال راه جايين هادو مرتزقه، بحال جايين ما عرفاش شنو غيديروا. Les manifestants ne comptent pas baisser les bras en programmant d'autres manifestations lundi prochain. Cette fois, ils espèrent faire monter la pression d'un cran en mettant le cap sur le palais royal pour exprimer leur ras-le-bol et faire entendre leur voix à un roi qui semble avoir perdu la voix de la raison devant tout ce qui se passe au Marzen. Et justement, le trafic de drogue et de hashish est devenu monnaie courante dans ce pays. Et ce commerce juteux du Merzen est évalué à 23% du PIB. Justement, ce trafic, je le disais, juteux du Merzen. Et aussi la culture qui est légalisée par des lois à vocation soi-disant médicale et industrielle. Un pays qui n'hésite aussi à doper son économie, nous dit Yasmine Saoudi. Exploitant la vulnérabilité des personnes en détresse, les réseaux criminels transfrontaliers marocains emploient des méthodes subtiles pour attirer leurs victimes, leur promettant monts et merveilles. Traite d'êtres humains, trafic d'organes, d'animaux et de biens immatériels, rien ne semble les arrêter. Selon le rapport établi par la police Interpol qui a identifié ce réseau comme étant impliqué dans plusieurs activités illicites, notamment l'exploitation de migrants vulnérables dans des affaires illégales, le Marzen utilise les pays voisins comme point de transit pour la migration clandestine et diverses activités criminelles. عندنا واحد السيد اللي غيدينا لأوروبا، وهذا السيد هذا ما كنعرفوش، فهمتي؟ وحاليا دابا راه اكثر من 15 واحد ما عندوش فين يسكن، ما عندوش ما ياكل، دارينا كل شيء، خلانا حابسين. Les cargaisons de drogue sont acheminées vers différents continents, ce qui inquiète les pays qui peinent à contrôler la propagation de cette substance, tant par voie terrestre que maritime. Ces pays, souvent submergés par la quantité de drogue qui se propage, intensifient leurs efforts dans le but d'arrêter les embarcations des trafiquants. Des tonnes de cannabis arrivent en Europe et dans plusieurs pays, le poison marocain continue de chercher de nouvelles routes pour passer sa marchandise. Une activité qui a terni la réputation du Maroc au sein des parlements internationaux. D'ailleurs, l'Union européenne a refusé récemment de renouveler un accord commercial avec le Maroc en raison de violations des conventions internationales au niveau du Sahara occidental. Ce refus a révélé les tentatives d'influence des services de renseignement marocains sur les décisions de l'Union européenne. Des personnalités influentes au sein du Marzen sont impliquées dans des affaires de corruption, utilisant des technologies comme le logiciel Pegasus pour espionner des responsables, des journalistes et des institutions étrangères. Face à ces menaces, il est impératif que les pays impactés par ce phénomène adoptent de nouvelles stratégies pour renforcer la sécurité de leurs frontières et protéger leur territoire contre la criminalité organisée et la corruption, dont le Marzen est un acteur clé. Et vous l'aurez compris, c'était là un sujet des rapports médias et des organisations de droits de l'homme qui font un bilan tout autre que celui dressé par le Marzen. Et le trafic de drogue et de hashish est devenu monnaie courante dans ce pays, un pays qui prétend la liberté d'expression, mais aussi les droits de l'homme. Le commerce juteux du Marzen est évalué à près de 23% de son PIB, adoptant même une loi légalisant la culture de cannabis à vocation soi-disant médicale et industrielle. Un régime qui n'hésite pas même à doper son économie, nous dit Salah Drebel. Quoi de plus accablant que le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour inculper un régime sans scrupules qui ne se gêne nullement de faire de l'argent sale résultant du trafic de drogue, une de ses principales ressources financières. Le trafic de drogue et du hashish est évalué à près de 23% du PIB du Marzen, qui a même adopté une loi légalisant la culture du cannabis à vocation soi-disant médicale et industrielle. Impuissant de trouver des solutions à la crise sociale qui secoue le pays, le Marzen mise de plus en plus sur ce trafic pour engranger des recettes et pour faire taire les tensions dans le Rif, région surpeuplée et soumise à la pauvreté extrême.
Pis encore, le Centre international pour la fiscalité et le développement a relevé que l'enjeu principal de la légalisation du cannabis était celui de mobiliser de nouvelles recettes financières pour financer son économie, tout en mettant en garde contre les répercussions sur les réserves de sol et d'eau de cette culture sur les régions concernées. Le Marzen est aujourd'hui au cœur d'un vaste trafic de drogue, principalement centré sur la production massive de cannabis. Loin de toute véritable tentative de lutte contre ce phénomène, la situation se dégrade à un rythme alarmant. Le Royaume reste le premier producteur mondial de résine de cannabis avec une production estimée à plus de 23 milliards de dollars. Cette drogue se propage à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, alimentant des réseaux criminels et des marchés internationaux. Les revenus générés par ce trafic atteignent des sommes colossales et profitent directement aux autorités marocaines qui ferment les yeux sur la prolifération de cette économie souterraine. Sous couvert de contrôle et régulation, les autorités marocaines jouent un rôle ambigu dans cette industrie qui permet de générer des milliards de dollars. En 2022, les revenus officiels d'exportation de résine de cannabis oscillaient entre 4,2 et 6,3 milliards de dollars, mais la réalité est que la production dépasse largement ces chiffres. Ce trafic soutenu au sein même du pouvoir s'appuie sur des populations pauvres et vulnérables, particulièrement dans les zones rurales où plus de 134 000 hectares de terres agricoles sont utilisés pour la culture de cannabis. Les itinéraires terrestres et maritimes pour acheminer cette drogue se multiplient, avec des ramifications qui s'étendent jusqu'en Afrique et en Europe. En 2023, les autorités algériennes ont saisi plus de 58 tonnes de résine de cannabis en provenance du Maroc. Un chiffre qui illustre l'ampleur de ce fléau qui prolifère parallèlement à d'autres formes de crimes organisés tels que le trafic d'armes et le blanchiment d'argent. Au moment où cette montée de trafic de drogue soulève des préoccupations majeures en matière de sécurité et de stabilité régionale, Mohamed VI a décidé le mois d'août dernier de gracier plus de 4 830 cultivateurs de cannabis poursuivis ou recherchés dans des affaires liées à la culture de cannabis, faisant fi des inquiétudes d'Interpol qui estime qu'environ 90% de hashish saisi en Europe provenait du Maroc. Ou encore celle du département d'État américain qui s'était inquiété de l'ampleur du blanchiment d'argent au Maroc issu du trafic de cannabis et du transit de la cocaïne destinée à l'Europe. Une situation face à laquelle une coopération régionale et internationale soutenue ainsi que des mesures robustes de répression et de prévention sont indispensables. Face à cette menace, l'Algérie se distingue par ses efforts déterminés pour combattre ce fléau. Les forces de sécurité algériennes saisissent des dizaines de tonnes de résine de cannabis, des dizaines de kilogrammes de cocaïne et des millions de comprimés psychotropes en provenance du Maroc. D'ailleurs, le bilan opérationnel de l'ANP durant le premier semestre de l'année 2024 fait état de la mise en échec d'introduction de 176 quintaux de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc. L'engagement algérien dans cette lutte positionne le pays comme un acteur clé dans la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé. Et dans le reste de l'actualité, priorité au direct et pour parer, comme je le disais, à la situation sanitaire que connaît le sud du pays, notamment l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme provenant de pays limitrophes. Le ministère de la Santé tient à rassurer la population que tous les cas sont pris en charge selon les protocoles en vigueur. À cet effet, en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, une délégation médicale qualifiée sera dépêchée à Tamanrasset, Borj Baji Mokhtar et Ingizem. D'ailleurs, un avion, nous avons en direct avec nous Yamina Saidi, notre journaliste depuis la base aérienne militaire de Boufarik. Yamina, où nous allons plutôt assister aux premières images de l'acheminement d'une cargaison d'aide médicale en direction de Tamanrasset dans le cadre de ces aides humanitaires au profit des populations locales. Yamina Saïdi, bonsoir. Oui, bonsoir Mounir. Effectivement, nous sommes en train d'assister à l'opération de chargement des aides qui seront plutôt envoyées au sud du pays. Il s'agit de 20 tonnes de matériel médical destiné aux populations de Tamanrasset, Ingizem, Borj Baji Mokhtar et Tinzawatin.
Voilà, nous assistons à l'opération maintenant, tout de suite. Il faut savoir que cette opération rentre dans le cadre de l'aide justement initiée par les plus hautes autorités du pays. Le président de la République a aussi ordonné l'envoi d'un staff médical. La première équipe médicale est déjà arrivée à Tamanrasset et là maintenant tout de suite nous assistons à l'envoi des aides. Voilà. Yamina Saïdji, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis la base aérienne militaire de Bouferik, où une cargaison d'aide humanitaire est acheminée vers le sud du pays, une cargaison humanitaire composée notamment de matériel médical. Cinéma à présent, les projections se poursuivent, celles de la 19e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Retour dans ce 19h sur les 2 courts-métrages qui ont été projetés hier soir. Ils abordent les problèmes identitaires de l'immigration. À ces projections, notre envoyé spécial Mounia Arbi était regardé. Les courts-métrages ont eu également leur part du lion dans les RCB de Béjaïa. 7 seront proposés pour cette 3e journée. On y retrouve, comme tous les jours, des Strings en soutien à la cause palestinienne, mais également des courts-métrages de jeunes réalisateurs tels que Prince de la Ville, un film de 12 minutes signé Emin Akrami. En choisissant ce thème de la famille, j'ai trouvé que c'était plus facile d'illustrer ça en France, parce que la France et l'Algérie ont cette longue histoire commune qui est particulière, qui n'est pas très présente en Autriche. C'est moi la honte. Attends, c'est moi la honte. C'est quoi ça? Un autre court-métrage autour de la recherche identitaire est proposé également par Coralie Lavergne à Aïcha, l'histoire d'une mère qui renie ses origines et de sa fille qui fait tout pour la raisonner. C'est du fantôme, non, maman. Non, calme-toi, maintenant tu t'arrêtes. Ce thème, c'est parce qu'il m'est très intime, ce thème. Aïcha, c'était le prénom de ma mère quand elle est arrivée en France. C'est un prénom qu'elle a cessé de porter. Et c'est quelque chose que j'avais envie de réparer. Mais souvent, je parle de cette génération, justement, qui a envie d'aller à l'inverse du déni identitaire. C'est-à-dire que mon film, c'est pas un film du tout sur le déni identitaire, c'est un film sur tout le mouvement inverse que fait ma génération. Celle qui dit, je suis un peu française, mais je suis aussi un peu algérienne. Et en fait, pour comprendre qui je suis, j'ai besoin d'avoir toutes les clés. D'autres courts-métrages sont encore au programme des 19e rencontres cinématographiques de Béjaïa, une aubaine pour les jeunes réalisateurs ainsi que pour le public. Après le 7e art, place au tourisme et l'initiative de la direction du tourisme et de l'artisanat de Buira, et en collaboration avec l'association interwilaya de tourisme solidaire et de développement local, une session de formation de guides en zone montagneuse a débuté aujourd'hui. Une centaine de personnes prennent part à cette formation venue de plusieurs régions du pays. Leur objectif, devenir guide professionnel et mettre en avant les atouts de leurs régions respectives. Couverture Olivier Osfi. Pour la plupart, ce sont des randonneurs, des guides amateurs ou encore des passionnés d'aventure. Ils se sont réunis dans cet Institut national de formation professionnelle dans les métiers du tourisme pour une formation d'accompagnement en zone montagneuse, un événement organisé à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Cette année, on a organisé, dans le cadre du jumelage culturel et touristique entre wilayas, des formations via les jeunes et les associations culturelles et les cadres de la direction de tourisme. Cette formation, en fait, ce qu'elle apporte pour les participants, déjà vous avez un côté théorique, donc là où ils vont connaître et apprendre les bases d'un accompagnateur. Comment réagir lors d'un circuit de randonnée. Et le deuxième volet, donc c'est un volet pratique, là où déjà ils vont découvrir sur le terrain donc les différents circuits, comment s'adapter aux différents circuits, quels sont les premiers et les manières de secours.
Ils sont au total une centaine de personnes venues des 4 coins de l'Algérie pour participer à cette formation. Au programme aujourd'hui, une conférence sur les différents parcs nationaux du pays avec un focus sur la diversité végétale qu'ils abritent. Cette formation, elle est axée sur 4 volets principalement, à savoir, c'est d'essayer, l'accompagnateur, il essaye de récolter le maximum d'informations sur le site dont il va accompagner ses visiteurs. Deuxième volet, c'est de récolter, de ramasser le maximum d'informations sur le groupe, la composante نتاعو كيفاش راح تكون. Troisième volet, c'est essayer de sensibiliser les visiteurs, les accompagnateurs تاعو اللي راح يديهم معاه sur la biodiversité, sur la protection des aires protégées et l'écosystème. Quatrième volet, c'est le volet de secourisme et les premiers soins dans une zone montagneuse. Cette formation devrait durer jusqu'au 1er octobre prochain. Les futurs guides devront mettre à l'épreuve leurs connaissances et appliquer sur le terrain ce qu'ils ont appris durant cette session de formation. Avec les montagnes de Bouira qui est de la hauteur à ce 19h qui vient de se terminer, réalisé par Mohamed Selmi. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.